Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler sport mécanique, on va parler Formule 1. Débrief du Grand Prix de Monaco. Grand Prix de Monaco qui a été incroyable. Le Grand Prix, toujours le plus glamour de la saison. Le circuit le plus difficile également de la saison. Et peut-être la meilleure course. Alors peut-être pas en termes de dépassement, mais en termes d'intensité, en termes d'émotion, en termes de dramaturgie. Avec la victoire de Lewis Hamilton avec des pneus complètement morts. Mais on va tout de suite parler des pilotes français. Et on commence avec Pierre Gasly. Pierre qui a fait un bon Grand Prix. Pour moi, Pierre a fait un bon week-end de course. On sent que l'écart avec Verstappen c'est légèrement réduit, même si Verstappen est devant, bien entendu, au niveau des duels en qualification. Je pense qu'on fera même un point peut-être assez rapidement sur les duels en qualification. Donc Pierre devant. Pierre qui avait fait une bonne qualif, où il avait fini... 5e en qualification, malgré le fait qu'il ait gêné Romain Grosjean, ce qui fait qu'il s'est tapé une pénalité, moins 3 places sur grille de départ. Il est donc parti 8e. En course, Pierre Gasly, bon départ, gagne une place assez vite, et puis ensuite stratégie décalée. Il fait partie des pilotes qui ne se sont pas arrêtés au moment du safety car. Il a donc emmené ses pneus assez loin, Pierre Gasly. Il a emmené ses pneus jusqu'au 28e tour. Au niveau des pneus soft, et puis ensuite il a mis des médiums pour ensuite repasser des softs et tenter le meilleur tour en course, ce qu'il a réussi. Il a réussi également lors des aérostands à dépasser Sainz et Kvyat, ce qui lui permet donc de finir 5e, c'est-à-dire juste derrière son équipier, mais à une distance quand même on va dire de 4 secondes, même un peu plus, 9 secondes, parce que je rappelle que Max Verstappen s'est tapé 5 secondes de pénalité. Donc bon Grand Prix pour Pierre Gasly. On espère qu'il va réitérer cette performance, et puis surtout on espère que dans quelques temps il arrivera à dépasser Max Verstappen et à pas rester l'éternel numéro 2 dans cette équipe Red Bull. On espère qu'à un moment il arrivera à être numéro 1, mais l'écart, me semble-t-il, c'est légèrement réduit entre les deux pilotes. On passe à Romain Grosjean. Romain Grosjean qui n'a pas eu un week-end forcément facile. La Haas a toujours son souci au niveau de la température dans les pneus. Donc à Monaco, c'était pas simple au niveau de la gestion des pneus, avec beaucoup de graining, vu que les pneus étaient un peu trop bas en température. Donc ça fait que les pneus, ce phénomène-là se déclare, et que les pneus n'ont pas une excellente adhérence dans ce genre de conditions. L'avantage, c'est que tous les pilotes en ont été victimes, vu que les pneus emmenés par Pirelli étaient un peu durs, malgré le fait que c'était les pneus les plus tendres de la gamme. Ils n'arrivaient pas à avoir assez de température. On s'en est même aperçu de ça en qualification. Souvent, les pilotes amélioraient sur leur deuxième tour lancé, alors que ça n'arrive jamais sur les autres pistes de la saison. Au final, gêné par Pierre Gasly, il est 13 en qualif. Mais en course, il est remonté légèrement, en partant 13e. C'est jamais simple de remonter en course, surtout sur un Grand Prix qui s'est disputé entièrement sur le sec. Il arrive quand même à prendre le point de la 10e place, et surtout à finir devant Magnussen, son coéquipier, qui lui a été en galère pendant tout le week-end. Donc c'est un avantage pour Romain Grosjean de finir devant Magnussen, surtout que Magnussen est toujours devant lui au championnat. Donc voilà, il fallait bien finir du côté de Romain Grosjean pour ce week-end. Les équipes et les pilotes au top, on commence avec Mercedes et surtout Lewis Hamilton. Quelle course de Lewis Hamilton qui s'est imposé en principauté après avoir réalisé la qualification. Alors on pourrait croire, si on n'a pas regardé le Grand Prix, que c'était donc facile. Pole position à Monaco, c'est déjà 90% du travail qui est effectué, mais alors oui, les 10% restants ont été quand même extrêmement difficiles. Le safety car au 11e, 12e tour a fait que tout le monde s'est arrêté à ce moment-là, sauf que Mercedes a fait une petite erreur stratégique. Que ça soit avec Bottas et avec Hamilton. Bottas, on lui changera ses pneus dans un second temps, mais Hamilton s'est retrouvé avec des médiums et il a dû faire 60 tours avec les pneus médiums, alors que tous les autres pilotes avaient des pneus hard
qui ont donc une plus longue longévité même s'ils sont un peu plus lents. Et on a bien vu que c'était compliqué pour Lewis Hamilton de gérer les pneus. Il n'a pas hésité à incendier son équipe technique, ce qui fait qu'on a eu Jamie Kay quand même à la radio, ce qui est extrêmement rare. Faut savoir que chez Mercedes, quand Jamie Kay prend la radio, on l'écoute et on ferme un petit peu sa gueule dans la voiture normalement, mais il était très remonté sur cette stratégie, il n'a pas hésité à le faire savoir. Mais au final, il arrive à s'imposer, même si Max Verstappen a tout tenté dans la fin de course. Et donc, belle victoire de Lewis Hamilton, certainement la victoire la plus belle de sa carrière, avec des pneus qui étaient dans un état complètement détruit. Bottas, course un petit peu plus compliquée, il était dans le rythme d'Hamilton en début de Grand Prix, en deuxième position, puis il y a eu cet arrêt au stand, où eh bien, il s'est retrouvé sur la même ligne que Max Verstappen, et Max Verstappen qui prendra ensuite une pénalité, mais comme sa roue avait frappé assez violemment le carbone, je pense que c'est pour cette raison qu'il a fait un deuxième arrêt, Bottas, et qu'il a donc mis à ce moment-là des durs, alors qu'il avait dans un premier temps mis les tendres. Donc Mercedes, je pense, avait vraiment cette stratégie d'emmener les médiums le plus longtemps possible, mais ça n'a jamais vraiment marché. Peut-être qu'ils attendaient la pluie, mais la pluie n'est jamais arrivée. Pilote au top également, Max Verstappen. Alors malgré sa pénalité, Max Verstappen finit quand même 4e. Il reste, je crois, 3e du championnat. Bon week-end dans l'ensemble pour Max Verstappen, qui n'a pas fait d'erreur comparée à l'année dernière, par exemple en 3e séance d'essai libre, contrairement à Sebastian Vettel. Week-end qui est plutôt intéressant pour le pilote Red Bull, qui devra cependant faire attention à Sebastian Vettel dans les prochaines courses, et puis surtout, l'unsafe release. Sa manœuvre dans la voie des stands était, je trouve... vraiment pas normal, et je trouve que la commission de course a été assez clémente avec lui en ne lui mettant que 5 secondes de pénalité. C'est vrai que d'autres pilotes ont pris plus cher pour moins que ça. C'était le cas par exemple de Jean-Éric Vergne, mais d'autres pilotes pour des unsafe release prenaient des drive flous au moins 10 secondes de pénalité. Là c'est vrai que 5 secondes de pénalité c'était pas énorme pour Max Verstappen. À lui aussi de faire attention à son équipier, parce que Pierre Gasly pourrait commencer à devenir très pressant. On finit avec ces top coureurs et ces top équipes avec Toro Rosso. Très bon week-end de Toro Rosso qui permet à ces deux pilotes de rentrer dans le top 10. Daniil Kvyat 7e devant Alexander Albon 8e. Alexander Albon qui par le même fait est le meilleur rookie de la course, et on sait qu'à Monaco ça a son importance. C'est un circuit qui est assez difficile, surtout en Formule 1 pour les jeunes pilotes. Bon week-end de Albon qui a parfois été devant son coéquipier Daniil Kvyat. Dommage pour Albon, c'est ça Q3 où il se rate un petit peu, il part 10e sur la grille. Daniil Kvyat lui profite de la pénalité de Pierre Gasly pour partir 7e. Malgré tout, en course, la différence a été faible entre les deux pilotes qui ont eu la même stratégie que Pierre Gasly, c'est-à-dire s'arrêter tard. Et donc, ça leur a permis de dépasser Daniel Ricciardo, par exemple, qui s'est arrêté derrière le safety car. Ils se sont arrêtés bien plus tard et n'ont pas été gênés par le trafic. Donc, belle victoire de Albon et de Daniil... Enfin, belle victoire, 7e et 8e place de Daniil Kvyat et Alexander Albon. Et ça fait des points importants pour la Toro Rosso sur cette course, cette saison. Et surtout que l'année dernière, ils avaient déjà marqué beaucoup de points avec Pierre Gasly et la 7e place. On passe maintenant aux pilotes, aux équipes qui ont été pas top sur le week-end. C'était un peu moyen pour ces pilotes-là. On commence avec Kevin Magnussen, 5e en qualification. C'était plutôt une très très bonne performance pour le pilote danois. Par contre, total raté de son équipe en course. Il fait partie de ces pilotes qui se sont fait avoir dans les stands en s'arrêtant derrière le safety car, sauf que ces pilotes-là sont souvent repartis derrière des pilotes attardés comme Stroll, comme Raikkonen ou Giovinazzi, et ils ont perdu un temps précieux à ce moment-là. Ça a été terrible pour le pilote de l'équipe américaine. McLaren, alors pourrait se satisfaire de la place de Carlos Sainz, 6e du Grand Prix, à distance quand même assez respectable de Pierre Gasly, à 40 secondes de Pierre Gasly. Malgré tout, pour McLaren, Lando Norris, je trouve, a été en difficulté sur le week-end, simplement 11e. Il y avait mieux à faire, et il est surtout 11e parce qu'il a une bonne stratégie. Il a ralenti Ricciardo, il a ralenti également Romain Grosjean pendant une grande partie de la course. Pas très rapide, Lando Norris. Et puis de l'autre côté, Carlos Sainz, c'est une belle place, certes,
la 6e place, mais ne pas négliger qu'elle est surtout due à une bonne stratégie du pilote espagnol qui a profité un petit peu des erreurs de Renault. On passe maintenant à Ferrari. Et du côté de la Scuderia Ferrari, c'est moins catastrophique que sur d'autres week-ends. Alors on pourrait croire que non, c'est une catastrophe. Je vais vous dire pourquoi. Si Vettel, on lui avait dit samedi qu'il finirait 3e, je peux vous dire qu'il aurait signé tout de suite. Il a eu un week-end extrêmement difficile. Vettel, enfin de toute façon Ferrari, un week-end difficile. Jeudi, pardon, on était à Monaco. Pas dans le coup en EL1 et en EL2, donc très difficile. Voilà, à distance à 7, 8 dixièmes. Et à Monaco, c'est un gouffre, cet écart-là. Ensuite, Leclerc n'était pas beaucoup mieux, encore plus loin que Vettel. Il n'y avait pas un bon feedback. Charles Leclerc, qui n'a pas été bon pendant tout le week-end. Par contre, Vettel crash en EL3. Donc là, on se dit son week-end est foutu. La voiture est réparée miraculeusement avant les qualifications. Et là, à chaque fois, il s'en sort de peu. C'est-à-dire, il passe de Q1 à Q2 dans les dernières minutes, de Q2 à Q3, pareil, et au final en Q3, il arrive à se qualifier en 4e position, alors certes à distance importante de Verstappen et des deux Mercedes, mais il est quand même 4e sur la grille. Et puis ensuite en course, eh bien, il a plutôt bien managé ses pneus pendant tout le Grand Prix, il était sur la même stratégie que les 3 pilotes devant lui pendant la course, et donc il a profité de la pénalité de Max Verstappen pour finir sur le podium. C'est un podium qui va faire du bien mentalement au pilote allemand. Et puis de l'autre côté, Charles Leclerc, c'est pour ça que je mets l'équipe Ferrari en moyen, parce que Charles Leclerc, ça a été une catastrophe pendant tout le week-end. EL1, EL2, il est très très loin de Vettel, mais il est très très loin également des meilleurs chronos. On pensait que ça irait mieux en EL3 où il était plutôt bien, et puis ensuite l'erreur stratégique en Q1 du côté de chez Ferrari, on a oublié de le faire ressortir, alors qu'il était en situation d'élimination. Charles Leclerc, il était dégoûté. Ensuite en course, il en a beaucoup trop fait. Ça c'est clair et net. Il a tenté des dépassements beaucoup trop dangereux. Alors il dit que oui, c'était bien de prendre une prise de risque pour pour remonter rapidement tout devant. Oui, mais on est à Monaco. Donc quand tu pars 16e à Monaco et qu'il n'y a pas de pit, tu sais que ta course va être compliquée. Et là, il a pris des trop gros risques. Face à Lando Norris, c'est un miracle que Lando Norris le voit d'assez loin et le laisse passer. On va dire, il est très gentil. Grosjean, pareil. Et Grosjean le laisse passer parce qu'il a un moteur Ferrari et qu'il a toujours comme objectif un jour d'aller peut-être chez Ferrari, Romain Grosjean. Si ça avait été une Renault comme Hülkenberg ou je sais pas quel pilote, il l'aurait, je pense, pas laissé passer et on aurait eu un accrochage du côté du virage de la rascasse. Et puis ensuite, il l'a tenté le tour d'après, la même manœuvre ou 2 tours après sur Hülkenberg, et là ça n'a pas du tout marché. Et ce qui, je trouve, est assez incompréhensible, c'est qu'il tape le rail avec son pneu et qu'il ne va pas directement au stand. C'est-à-dire qu'il a fait un tour complet où il a crevé. À ce moment-là, il fracasse son fond plat et donc il n'a plus d'adhérence sur sa voiture. Il rentre au stand qu'au bout d'un tour. Alors qu'il doit le sentir que de toute façon, vu le choc qu'il a mis dans le rail, le pneu de toute façon il doit être bien fracassé même s'il ne crève pas. Et que de toute façon il faut rentrer au stand tout de suite pour voir l'étendue des dégâts. Lui il a décidé de ne pas rentrer au stand. C'est une erreur de jeunesse. Je pense que Leclerc, depuis quelques temps, commence à faire beaucoup d'erreurs de jeunesse. Il va falloir qu'on le calme du côté de chez Ferrari, qu'on lui dise que c'était quand même principalement là pour marquer des points. Parce que là ils ont encore perdu des gros points Ferrari sur ce week-end et qu'au classement constructeur ils sont maintenant totalement largués par rapport à Mercedes, et que le retard qu'ils ont pris maintenant, il ne sera pas récupérable sur le reste de la saison. Ça, je peux déjà vous le dire. Et que c'est une mauvaise opération pour Ferrari de ce côté-là. On passe maintenant au bonnet d'âne et on commence avec Renault. Quelle occasion gâchée par Renault, quand même, sur ce week-end. Alors, Hülkenberg, course difficile pour Nico Hülkenberg, surtout qu'il s'est fait rentrer dedans un petit peu par Charles Leclerc. Un peu bloqué également dans le peloton, Nico Hülkenberg, par les Alfa Romeo qui ont été en difficulté pendant tout le week-end. Et puis Ricciardo, c'est frustrant d'avoir fait 6e en qualification, très très bonne qualification de Daniel Ricciardo qui a fait vraiment un très très bon chrono, puis de finir simplement 9e, perdre 3 places à Monaco, c'est un échec. Et tout ça à cause d'une mauvaise stratégie dans les stands où ils sont rentrés au moment des safety cars, sauf que chez Renault n'avait pas calculé que s'il rentrait à ce moment-là, eh bien, il repartirait derrière des voitures beaucoup plus lentes que lui. Et le fait qu'on ne puisse pas dépasser à Monaco a totalement gâché sa course. Il est resté pendant très très longtemps derrière Norris. Également derrière les Force India, il est resté très très longtemps et il a perdu un temps incroyable à ce moment-là. Et si Sainz
Si Daniel Kiat et Alexander Albon finissent devant lui, c'est à cause de sa stratégie ratée, c'est le temps perdu derrière Norris. À un moment, il a perdu 25-30 secondes derrière Norris, et là, c'est du temps que vous ne pouvez pas récupérer à Monaco. Malgré tout, satisfaction pour Daniel Ricciardo, parce qu'il a fini devant son équipier. Je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise sur la voiture, parce qu'il était beaucoup plus à l'attaque. Son tour de qualification en Q1 par exemple, où il sort très très large au moment de la chicane Louis Chiron, là, cet enchaînement sur le pas, où il monte énormément sur le vibreur. Si vous n'êtes pas confiance dans la voiture, vous relâchez tout de suite. Lui, il gardait le pied sur l'accélérateur à ce moment-là, donc je pense qu'il se sent mieux dans la voiture. On verra s'il y aura cette confirmation-là du côté du Canada, en sachant que Renault indiquait également qu'il ferait une énorme évolution lors du Grand Prix de France, c'est-à-dire dans 2 courses au Paul Ricard. Alfa Romeo, en galère pendant tout le week-end. Alfa Romeo, ils n'ont pas fêté dignement le 300e Grand Prix de Kimi Raikkonen. En qualification éliminé dès la Q1. Donc là, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand vos 2 voitures sont éliminées dès la Q1, une voiture qui est due à la tournée, je m'en étais aperçu en Chine, je m'en étais aperçu également à Barcelone. Sur un circuit comme Monaco, c'est impossible quand votre voiture n'arrive pas à tourner. Autre difficulté chez Alfa Romeo, c'est une voiture qui a très peu d'adhérence. Le fait d'avoir cet aileron avant, très particulier, je ne vais pas en reparler de nouveau, je l'ai déjà indiqué sur d'autres débriefs, je trouve que ça leur fait perdre beaucoup d'aéro sur l'arrière de la voiture, et puis voilà, pas de rythme pendant tout le week-end. Giovinazzi très très loin, Giovinazzi un peu à la ramasse pendant tout le week-end, il finit même, en course il a même fini derrière Robert Kubica, ce qui est quand même assez incroyable, il finit derrière les 2 Williams, et Kimi Raikkonen lui a fini derrière également la Williams de George Russell. Donc vraiment une déception du côté d'Alfa Romeo. Il va falloir se remettre en question parce que ça fait quand même depuis 2-3 courses qui sont en réelle difficulté à Alfa Romeo à avoir vraiment aucun rythme dans la voiture. Il va falloir vraiment qu'il commence à apporter beaucoup de pièces pour en modifier cela. Peut-être même changer l'aileron avant pour retrouver une voiture plus confortable à conduire. Racing Point, là aussi compliqué pour l'équipe canadienne. Sergio Perez 12e, Lance Stroll 16e. Lance Stroll qui a été à 2 secondes de son équipé pendant tout le week-end, donc il a vraiment un problème sur ce circuit. Il a même essayé d'avoir les conseils de Juan Pablo Montoya qui s'était imposé il y a quelques années désormais du côté de Monaco, mais ça n'a pas suffi. Et puis Perez, de toute façon pas top également en qualification, éliminé également dès la Q1 les 2 pilotes, mais la voiture ne fonctionne pas du tout. Le kit aéro, c'est une voiture qui est beaucoup plus trop simpliste au niveau de l'aéro. Ils ont le même problème que McLaren l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils ont une voiture qui est beaucoup trop simpliste au niveau de l'aéro, et ça ne peut pas fonctionner pour gagner des courses tout simplement. Et ils sont en difficulté avec la voiture. On sait qu'ils vont apporter une évolution B, mais il va falloir qu'ils l'apportent très rapidement, parce que sinon ils vont perdre beaucoup de temps et puis surtout beaucoup de points au championnat. Ils vont avoir un écart peut-être irréversible par rapport à certains de leurs adversaires comme Toro Rosso par exemple. Dernière équipe en difficulté, même s'il y a du mieux du côté de chez Williams, Russell qui finit 15e, déjà ça veut dire qu'il finit pas dernier. George Russell, c'est bien, et puis il finit pas si loin de Kevin Magnussen par exemple sur la Haas. Et puis en qualification également, il y avait un peu mieux pour George Russell parce qu'il finit à 1 seconde 5 de Giovinazzi. C'est mieux que d'habitude pour le pilote anglais. Malgré tout, week-end complexe pour George Russell qui n'a pas réussi à faire week-end complexe du côté de chez Williams. Robert Kubica quand même en difficulté pendant tout le week-end, qui s'est fait percuter également par Giovinazzi, mais qui ne finit pas dernier, ce qui est la première fois de la saison pour lui. Et puis George Russell, qui a quand même été parfois en difficulté avec les freins. Il a tiré tout droit par exemple, je crois me rappeler, du côté de Sainte-Dévote. Donc ce n'est pas un week-end parfait du côté de chez Williams, mais il y a du mieux. Malgré tout, on aurait pu s'attendre encore à mieux à Monaco, parce que normalement c'est un circuit qui nivelle un petit peu les performances entre les voitures, ce qui montre que cette Williams est vraiment très mauvaise, parce que même une Manor avait réussi à marquer des points. Comme vous en avez l'habitude désormais, à chaque fin de débrief F1 ou de débrief Moto Grand Prix, on fait un point sur le classement, sur les différents classements. Et on va commencer tout de suite par le classement pilote. Vous l'avez à l'écran.
Du côté du classement pilote, eh bien, Lewis Hamilton est en tête du championnat. Il a accentué son avance sur Valtteri Bottas. Désormais, il y a 17 points entre les deux. Sébastien Vettel, lui, est troisième, désormais à distance des deux pilotes Mercedes, vu qu'il est à quasiment 40 points de Valtteri Bottas. Et donc à plus de 55 points, il y a 55 points même précisément de Lewis Hamilton. En 5, Charles Leclerc qui est devancé par Sébastien Vettel, également par Max Verstappen qui est quatrième. Charles Leclerc qui se retrouve avec 57 points. Pierre Gasly, lui, a 32 points. Il marque pour la deuxième fois le point du meilleur tour en course. 32 points, il commence à stabiliser sa 6e place. Et puis derrière, Carlos Sainz qui fait pour le moment un bon début de saison à 7e, Kevin Magnussen, Sergio Perez et Kimi Räikkönen. Romain Grosjean, lui, est 17e avec 2 points. Du côté du classement constructeur, eh bien c'est Mercedes qui est en tête assez largement. Même si pour la première fois de la saison, les pilotes, les flèches d'argent n'ont pas réalisé le doublé. Deuxième, Ferrari avec 139 points. Troisième, Red Bull Honda avec 110 points. L'écart n'est pas très élevé entre Ferrari et Red Bull. Quatrième, McLaren. Cinquième, Racing Point. Sixième, Haas. Septième, Toro Rosso. Huitième, Renault. Et 9e Alpha devant Williams qui n'a toujours pas marqué 2 points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à réagir, par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez que je suis trop méchant avec Renault, ou si vous trouvez que je suis trop gentil avec Ferrari, ou trop gentil avec, je sais pas, avec McLaren ou avec Magnussen. Nous, on se retrouve pour la Formule 1, ça sera le Grand Prix du Canada, on fera la présentation du Grand Prix, ça sera le 6 juin, ça c'est sûr, ça sera cette date-là. Et normalement, le débrief sera le 11 juin, si je ne suis pas en vadrouille quelque part. J'espère donc que vous êtes bien amusés, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.